On va parler un pays qu'on a longtemps, très longtemps, présenté comme la vitrine de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Pensez-y, en 1990, le peuple a réussi à forcer un dictateur à s'asseoir à une table et à rendre le pouvoir, pacifiquement. C'est un moment historique. Ce pays, c'est le Bénin. Et cette réputation, elle n'est pas tombée du ciel. Elle est née de la Conférence nationale de Cotonou en 1990. Pour l'époque, c'était un véritable miracle politique africain, une transition pacifique qui est devenue un modèle pour tout le continent. Sauf qu'aujourd'hui, à l'approche de la prochaine présidentielle, il y a une question qui dérange, qui plane sur tout le pays. Est-ce que ce scrutin sera une vraie élection ou simplement la mise en scène d'une succession qui a déjà été décidée en coulisses ? Et voilà, on est au cœur du problème. D'un côté, on a l'élan démocratique de 1990, cet espoir immense. Et de l'autre, la réalité de 2026, où tout semble indiquer une simple transmission de pouvoir, bien sûr, avec toutes les apparences de la légalité. Alors comment est-on passé de cette promesse d'une démocratie pleine de vie à la perspective de ce qui ressemble à un couronnement? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble. C'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Au cœur de cette histoire, il y a deux hommes. D'un côté, Patrice Talon, l'homme d'affaires puissant devenu chef de l'État. De l'autre, Romuald Wadani, son ministre de l'économie, qu'on présente partout comme le dauphin désigné. Le petit détail qui change tout, Wadani n'a jamais été élu. À rien. Alors, allons-y, plongeons dans le vif du sujet. Premier point, et c'est la base de tout, comment le jeu politique lui-même a été complètement reconfiguré. Quand Patrice Talon arrive au pouvoir en 2016, il a une promesse forte: assainir la politique béninoise. Et pour ça, il va agir, et de manière plutôt radicale. Le paysage politique a été transformé du tout au tout. Avant, il y avait une myriade de partis. C'était souvent un joyeux bazar, source de coalitions instables. Après les réformes, notamment un nouveau code électoral très strict, le nombre de partis s'est effondré. Le résultat, aujourd'hui, seuls les deux grands blocs qui soutiennent le pouvoir ont une vraie représentation. Bon. D'un côté, le gouvernement et ses partisans vous diront que c'est une modernisation nécessaire. Fini la pagaille, place à l'efficacité. Mais les critiques posent une question simple et cruciale. Qui décide des règles du jeu, quand celui qui les fixe est aussi le principal joueur? Car en concentrant le pouvoir, Talon ne fait pas que stabiliser le système, il le verrouille. Et dans un système verrouillé, tout devient plus simple pour celui qui tient les clés. Ce qui nous amène tout droit au deuxième point, qui est la conséquence logique du premier. Qu'est-il arrivé à l'opposition ? Pour qu'il y ait une élection qui tienne la route, il faut une chose essentielle, des adversaires, des vrais. Or, toutes les analyses convergent sur un point: au Bénin, cette condition de base, eh bien, elle n'existe plus. Le terrain a été, disons, méthodiquement nettoyé. Regardez ces noms. Au-delà des personnes, c'est le schéma qui est frappant. Les figures les plus importantes de l'opposition ont été systématiquement sorties du jeu politique. Pas dans les urnes, non, mais par des décisions de justice. On parle d'un constitutionnaliste respecté, d'une ancienne ministre, d'un homme d'affaires très influent et même d'un ancien ministre de la Défense du président Talon lui-même. Une chose est sûre, la course de 2026 se fera sans eux. Et attention, ce filet est bien plus large qu'on ne le pense. Il ne touche pas que les politiciens. Il frappe aussi de plein fouet des citoyens ordinaires, des gens qui ont juste publié des critiques sur les réseaux sociaux. En condamnant très lourdement un citoyen pour un simple post, le pouvoir envoie un message glaçant et installe un climat d'autocensure. C'est simple, si d'anciens ministres risquent 20 ans de prison, imaginez ce qui peut arriver à n'importe qui. La peur est bien réelle. Les analystes ont même donné un nom à ce phénomène, la justice asymétrique. Ce qui inquiète les observateurs, ce n'est pas qu'un politicien soit jugé. Non. Le problème, c'est le ciblage. La justice frappe très fort et très vite dès qu'il s'agit d'une voix critique, mais elle devient étrangement murette quand des allégations visent le camp du pouvoir. Du coup, le système judiciaire se transforme en une sorte de filtre électoral. Il ne choisit pas qui va gagner, mais il choisit, légalement, qui n'a même pas le droit de participer. Le résultat, c'est une atmosphère tendue et une opposition qui se retrouve décapitée, éparpillée. Troisième point de notre analyse, le rôle des institutions. Ces fameux garde-fous de la démocratie, la justice, la commission électorale, le Parlement, ont-ils vraiment pu jouer leur rôle de contre-pouvoir ? Bon, une fois qu'on a dégagé le terrain des adversaires les plus connus, il faut s'assurer qu'aucun nouveau visage ne puisse émerger. C'est la deuxième étape. Et là, c'est beaucoup plus subtil. On ne déchire pas la Constitution, on la réécrit, petit à petit, à son avantage. On utilise les outils même de la démocratie pour la vider de sa substance. Et la stratégie, elle est très méthodique, en 3 temps. D'abord, on modifie le code électoral. On le rend si compliqué, avec un système de parrainage quasi impossible à obtenir pour l'opposition, que se présenter devient un parcours du combattant.
Ensuite, on s'assure du contrôle des institutions clés, comme la Cour constitutionnelle. Et enfin, la touche finale, on crée une toute nouvelle institution, le Sénat, et on va voir que son rôle est absolument central dans ce plan. C'est ce que les spécialistes appellent l'autoritarisme compétitif. On garde tout le décorum de la démocratie. Les bureaux de vote ouvriront, les urnes seront là, la façade reste intacte. Mais en coulisses, tout a été réaménagé pour que l'issue de la pièce soit connue d'avance. L'outil d'oppression, ce n'est plus le fusil, c'est l'article de loi, l'amendement, la décision de justice. Parlons maintenant de l'homme qui est au centre de toute cette stratégie, Romuald Wadhani. Qui est-il vraiment ? Sur le papier, son CV est impressionnant. C'est un économiste brillant, formé en France, ministre des Finances depuis 2016. Il est applaudi par le FMI et la Banque mondiale. Mais, et c'est un énorme mais, politiquement, c'est le vide quasi total. Wadhani n'a jamais été élu, ni maire, ni député, rien. Il n'a pas de base militante. Il faut bien comprendre une chose, sa candidature n'est pas le fruit d'un mouvement populaire ou d'un choix démocratique au sein de son camp. Non, c'est une décision qui vient d'en haut, de Patrice Talon lui-même, qu'il a choisi et l'a en quelque sorte imposé à ses propres partis. Ce n'est pas la base qui a choisi son leader, c'est le chef sortant qui a désigné son remplaçant. La nomination par le haut, pas de l'élection par le bas. Et c'est là que tout se joue. Sa candidature, elle ne vient pas d'une primaire, d'un débat interne dans un parti. Non, il a été désigné en cercle fermé par le président sortant, puis son nom a été imposé aux deux grands partis de la majorité. Ces partis ne sont plus là pour choisir, mais pour valider une décision déjà prise. Ce n'est pas une investiture, c'est un adoubement. Et sa politique économique alors ? Eh bien, si elle est saluée par les grandes institutions financières, sur le terrain, c'est une autre histoire. Et sa politique... Ce profil de technocrate, ça a des conséquences très directes sur la vie des gens. Car si les grands chiffres macroéconomiques sont bons, la réalité sur le terrain est souvent bien plus dure. La pression fiscale sur les plus petits, sur les commerçants est décrite comme féroce, la formalisation à marche forcée de l'économie a fragilisé des milliers de familles. Comme le résume une source, c'est le candidat des marchés financiers, pas celui des marchés locaux où les gens se battent pour survivre au quotidien. On arrive maintenant à la pièce maîtresse, l'élément qui vient verrouiller tout le système pour l'avenir. C'est là que tout prend son sens, cette fameuse création du Sénat. Regardons de plus près qui on trouve dedans. C'est fascinant. Les anciens présidents de la République y siègent automatiquement, à vie. Les anciens présidents des grandes institutions, souvent des fidèles, y entrent aussi. Et cerise sur le gâteau, le chef de l'État en exercice peut y nommer directement une partie des sénateurs. On comprend vite que cette chambre est moins faite pour représenter le peuple que pour accueillir les alliés. Il faut vraiment comprendre la mécanique. Une fois son mandat terminé, le président sortant ne redevient pas un citoyen ordinaire qui pourrait avoir à rendre des comptes. Non. Il glisse automatiquement dans un fauteuil de sénateur à vie. Ce Sénat, ce n'est pas une chambre parlementaire classique, c'est un parachute politique. Il lui garantit une tribune, payée par l'État, et surtout une immunité parlementaire totale. Cette phrase, entendue sur le terrain, résume tout parfaitement. Le président sortant laisse les clés du rez-de-chaussée, le pouvoir exécutif, à un successeur qui lui doit tout, pendant que lui, il monte à l'étage du dessus, au Sénat, pour superviser les opérations avec une immunité totale. La boucle est parfaitement bouclée. Tout ça nous amène à notre dernier point. Quelles sont les conséquences de cette situation pour l'avenir de la démocratie béninoise ? Et que reste-t-il de l'héritage de l'esprit de 1990 ? Les politologues ont un terme pour décrire ce genre de situation, l'autoritarisme compétitif. Ça a l'air compliqué, mais en fait l'idée est assez simple. On garde la façade de la démocratie, il y a des élections, des partis, etc. Mais dans les faits, les conditions pour qu'il y ait une vraie compétition juste et équitable sont méthodiquement détruites. Le vrai danger ici, ce n'est pas forcément la fraude le jour du vote, le fameux bourrage d'urne. Non, le danger est plus subtil, il est en amont. C'est le risque d'avoir une élection dont le résultat est connu d'avance, tout simplement parce que tous les concurrents sérieux ont été éliminés, les critiques intimidées et les règles du jeu réécrites. Face à ce système qui paraît si méticuleusement verrouillé, que peut-il arriver ? Quels sont les scénarios possibles pour l'avenir du pays ? Les analyses en dessinent principalement 3. Le premier scénario, que beaucoup considèrent comme le plus probable, c'est que tout se passe comme prévu. Le successeur est élu, le président sortant s'installe au Sénat et le système continue de fonctionner. Le deuxième scénario, c'est celui de l'imprévu. Un boycott massif des élections ou une mobilisation populaire qui viendrait gripper la machine et remettre en cause la légitimité du processus. Et enfin, le troisième, c'est le scénario du temps long. Une lente reconstruction de la société civile pour bâtir une alternative, sur plusieurs années. Finalement, la situation au Bénin pose une question qui nous dépasse tous. Est-ce que ce que le pays a gagné en 1990, la victoire de la volonté du peuple, est en train d'être effacé ? Et le plus troublant, c'est que cet effacement ne se fait pas par la force, mais avec les instruments même de la loi et de la démocratie.
C'est peut-être ça la nouvelle frontière de l'autoritarisme. On n'abolit plus la démocratie, on la vide de sa substance en toute légalité. En fin de compte, la vraie question n'est plus seulement qui va gagner. Elle est bien plus profonde. Ce scrutin sera un test. Un test pour la solidité des institutions, pour la capacité de résistance des citoyens et pour la mémoire démocratique d'un peuple qui a été un pionnier. Le Bénin est observé par l'Afrique et surtout par sa propre jeunesse.